Combien de temps va durer cette guerre? Voilà que la patronne de la CIA, Avril Haines, livre, peut-être pas des confidences, mais enfin des informations sur sa vision de la guerre. On parle beaucoup de contre-offensive ukrainienne au printemps. Est-ce qu'elle peut être décisive? On parle beaucoup de l'armée russe, peut-être avec ses livraisons qui, même si elle échoue en ce moment à Bakhmout, il faut bien parler d'échec, même si la ville est prise, encore une fois, on ne cesse de le répéter, mais quand on met le paquet sur une ville comme celle-là, pendant des mois, et qu'on n'arrive pas à la prendre, c'est quand même assez alarmant pour l'armée russe. Combien de temps peut durer cette guerre? En clair, c'est la question que les élus américains ont posée à Avril Haines. Tout était filmé, elle a répondu. Voilà la vision par la patronne de la CIA de la guerre. Combien de temps peut-elle durer? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord, qui est Avril Haines qui semble bénéficier d'une aura particulière aux États-Unis? Eh bien, Avril Haines, c'est elle. Elle s'appelle très exactement Avril Danica Haines. 53 ans, née à New York, diplômée de physique et de droit. Elle est aujourd'hui directrice du renseignement national des États-Unis. Ça fait 2 ans. Concrètement, elle est à la tête des 17 agences d'espionnage américaines, CIA, NSA, renseignement militaire et tant d'autres. En clair, elle est considérée comme la première espionne, la femme la mieux renseignée des États-Unis, sans doute du monde. Elle est aussi la première femme à occuper ce poste. Et pour la petite histoire, David, elle fait tous les matins un point détaillé à Joe Biden sur les dernières informations récoltées par ses agents. Alors, que dit la patronne du renseignement qui fait un point détaillé à Joe Biden tous les matins sur sa vision du futur de cette guerre? D'abord, un mot du contexte, David, vous l'avez dit, Avril Haines s'adressait aux sénateurs américains lors d'une commission publique. Et voici donc ce qu'elle a déclaré. Premier point, l'état d'esprit de Vladimir Poutine. Selon elle, Vladimir Poutine a désormais pleinement conscience des, je cite, limites de son armée. Autrement dit, on n'est plus comme au début du conflit dans l'illusion que cette guerre peut être pliée rapidement. Pour elle, sauf nouvelle mobilisation, sauf livraison massive d'armes, la Russie ne pourra plus attaquer. Écoutez. Will be increasingly challenging for them to sustain even the current level of offensive operations in the coming months. In short, we do not foresee the Russian military recovering enough this year to make major territorial gains. Deuxième point qui en découle, quel est l'avenir de cette guerre? Quand pourrait-elle se terminer? Eh bien, pour Avril Haines, Moscou va jouer la montre et la guerre devrait donc durer des années. On l'écoute à nouveau. Putin most likely calculates that time works in his favor and that prolonging the war, including with potential pauses in the fighting, may be his best remaining pathway to eventually securing Russia's strategic interests in Ukraine, even if it takes years. Troisième point, et là c'est davantage en creux, Avril Haines ne semble pas persuadée que l'Ukraine puisse de son côté réaliser une percée qui permettrait de mettre fin à la guerre. On l'écoute encore. And Ukraine, of course, also faces challenges. Ukraine's prospects for success in a major spring offensive will probably hinge on a number of factors. And at present, the Ukrainian armed forces remain locked in a struggle to defend against Russian offenses across eastern Ukraine. There is currently a grinding attritional war in which neither side has a definitive military advantage. Autrement dit, David, elle prépare l'Occident et l'Ukraine à une guerre de position qui pourrait durer longtemps, très longtemps. Il y a énormément de choses. Merci Fanny, il y a énormément de choses et on viendra dans un instant à l'essentiel. C'est-à-dire que si les États-Unis eux-mêmes ne pensent pas que la contre-offensive ukrainienne peut changer le visage de cette guerre, bon, je vois que vous avez des réserves. Mais d'abord, non, je voudrais vous entendre sur la Russie, ce qu'elle dit de la Russie. Non, parce que c'est très intéressant. On vient de le dire, la Russie, dans ses offensives aujourd'hui, est en situation d'échec. Ouais. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Or, Avril Haines dit, la Russie ne va pas être très longtemps en position de maintenir le même effort qui conduit donc à cet échec. Autrement dit, si même cet effort-là, qui n'arrive pas à aboutir, la Russie ne peut plus le poursuivre très longtemps d'après les renseignements américains. Je rappelle quand même que les renseignements américains, ce sont les seuls avec les Britanniques à avoir prévu l'invasion de l'Ukraine. Ouais. Donc ils ne sont pas spécialement mal renseignés. Donc, si elle dit ça, ça veut dire que l'armée russe est dans un état très affaibli. Oui. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'échec, vous avez raison de souligner l'échec, c'est pour ça que je dis que
l'arrêt du combat à Bakhmout, Bakhmout pris ou pas, est une victoire de facto ukrainienne. Parce que pendant des mois, ils ont tenu tête à cette armée russe. Et l'armée russe, elle n'aura plus qu'un souci, c'est de s'installer en défensive et de tenir en défensive là où elle est. Elle ne pourra pas aller ailleurs. C'est pour ça que quand on vous dit Bakhmout, d'ailleurs c'est le président Zelensky, je crois, qui a dit Bakhmout va ouvrir des axes, etc. Mais on est dans la même situation qu'on était au printemps avec les Lysychansk et Severodonetsk, c'est-à-dire que ça a été pris par les Russes, mais ils ne sont pas allés plus loin. Et il n'y a pas la capacité pour la Russie d'exploiter. La seule exploitation qu'ils ont essayé de faire, c'était il y a 10 jours, où ils ont fait une opération blindée, qui a échoué de façon absolument catastrophique, donc qui montre qu'ils ne sont pas en mesure de le faire. Non, mais c'est important. Donc, Avril Haines ne prend pas les désirs américains pour des réalités. C'est une analyse qui vous semble équilibrée, qui vous semble à peu près objective. Mariana. Alors, on a déjà précisé que Mme Haines est extrêmement bien informée. Et encore, il faut quand même se rappeler qu'il y a un an, les services, les 16 agences, se sont plantés lamentablement sur les capacités des Ukrainiens de résister. C'est vrai, mais au moins, ils avaient prévu l'invasion. Voilà. C'était les seuls. Et même les Ukrainiens n'y croyaient pas. Ils étaient bien renseignés sur les Russes, mais pas très bien sur les Ukrainiens, en fait, voilà. de facto. Donc, mais ça a surpris tout le monde, la résistance Madame ukrainienne, Haines est extrêmement bien informée. Et si elle dit quelque chose, elle n'est pas experte comme nous sur un plateau pour informer le public. Quand elle dit quelque chose, ça a un sens et ça doit servir quelque chose. Alors, on peut penser, on ne peut que faire des hypothèses, comme vous venez de le faire, qu'on prépare l'Occident à une longue guerre. On peut imaginer quand même une autre possibilité qu'on prépare, enfin qu'il faut faire quelque chose pour que cela ne soit pas le cas. Voilà. Donc, je pense qu'il est encore trop tôt de trancher quel est exactement le but d'intervention de Mme Haines. D'accord. Mais ces analyses paraissent juste ce que la Russie est affaiblie, mais malheureusement, elle a encore la capacité de faire beaucoup de dégâts tant que les Ukrainiens n'ont pas l'avantage militaire décisif, l'avantage qui vient avec la livraison des armes et des munitions, comme on vient de le dire. Oui, en tout cas, la chose principale peut-être qu'il faut retenir, vous avez raison de nous rappeler que quand un haut responsable américain parle, comme d'ailleurs un haut responsable russe ou ukrainien, ou qui que ce soit qui est partie prenante dans cette guerre, ça n'est pas forcément la vérité. C'est tout simplement de la communication. Bon, mais enfin, là, ce qu'on retient, c'est qu'elle ne semble pas croire elle-même réellement aux chances d'une contre-attaque ukrainienne de changer la donne. Est-ce que c'est comme ça que vous l'interprétez? Alors, le premier point, c'est qu'on est en temps de guerre, et comme vous venez de le rappeler, c'est aussi une guerre de l'information et de la communication. Et donc, elle a des messages à délivrer sur lesquels on peut réfléchir. Parce que de dire que les Russes ne sont plus en capacité d'avoir des gains territoriaux majeurs, je dirais, il suffit de regarder leur performance depuis le début de la guerre, et en particulier, enfin pas en particulier, mais depuis quelques mois, le fait qu'ils n'arrivent pas à prendre Bakhmout, nous l'avons rappelé, ça montre bien que le fait qu'ils soient obligés d'aller acheter des munitions en Iran montre bien qu'ils ont des capacités qui sont limitées. Alors, il y a un deuxième point qui est important à souligner, c'est que M. Poutine, je suis absolument convaincu qu'il pense en effet que le temps joue pour lui. C'est-à-dire qu'il a toujours cru qu'il y aurait des divisions entre les Occidentaux qui étaient inévitables. Il s'est trompé pour l'instant. Et pour le moment, il s'est trompé, mais bon, il y croit toujours. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, en effet, peut se produire. Un troisième point qu'il faut souligner, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, c'est de se demander si finalement, un des messages est de dire qu'il faut se préparer à une réduction des livraisons d'armement à l'Ukraine. À cette question, bien sûr, c'est une hypothèse qui est toujours possible. Rappelons quand même... Une réduction des livraisons à l'Ukraine ? D'armes à l'Ukraine, des livraisons d'armes à l'Ukraine, occidentales, et en particulier américaines, puisque, comme nous le savons, ce sont les États-Unis qui livrent le plus d'armes à l'Ukraine. Oui, avec l'alternance politique. Pour le moment, ça paraît peu probable, en tout cas à court terme. Et aux États-Unis, il y a un récent sondage qui vient d'être fait et qui est tout à fait intéressant. Aux États-Unis, le soutien aux livraisons d'armes à l'Ukraine et le soutien à l'Ukraine reste extrêmement fort. Et donc, malgré
les déclarations du chef républicain de la Chambre des représentants du Congrès. Malgré tout, il n'y a pas encore d'abandon de l'opinion publique. Non, l'opinion publique reste très attachée. Général, vous interprétez cette déclaration différemment. Oui, alors, oui, d'abord 2 choses. Le temps long de Poutine n'est pas notre temps long. C'est pas des mois, c'est des années. Donc quand on dit que le temps long, Poutine compte sur le temps long, il compte sur des années. Il compte pas sur l'année 2023. Deuxième point, de même, et je suis assez d'accord, les Américains, qui pourtant étaient très bien informés sur l'armée ukrainienne, je rappelle que depuis 2014, ils sont présents en permanence en Ukraine. Donc, ils étaient très bien informés sur l'armée ukrainienne, mais ils n'ont pas cru à la capacité de résistance de l'armée ukrainienne. Là, on parle presque de psychologie. Oui, on parle exactement. presque de force de caractère. Exactement. Et là, ils ne croient pas non plus en la capacité de contre-attaque de l'armée ukrainienne. Alors ça, c'est stupéfiant. Moi, mais parce que je pense qu'il faut interpréter cette contre-attaque ne va pas ramener l'ensemble des forces russes derrière les frontières de 91. Peut-être pas tout de suite. Voilà. Enfin, non, mais la contre-attaque, c'est ça. La contre-attaque du début de l'été ou du printemps, qui est en train de se préparer avec les états-majors américains. Donc il faut bien qu'ils y croient un peu, sinon ils ne le feraient pas. Eh bien, cette contre-attaque, elle a pour but de changer le rapport de force, d'amener à l'été, donc en 2023, un rapport de force différent. Et je pense qu'à la fois la livraison de matériel, l'entraînement des personnels, je rappelle que l'Union européenne, on n'en parle pas parce qu'on parle que des munitions, mais elle parlait de former 15 000 hommes, maintenant elle parle d'en former 30 000. Les Américains en forment, les Britanniques 10 000. Tous ces hommes formés, le wargame qui est fait en Allemagne, la livraison des armes, doit déboucher sur une capacité offensive qui doit renverser le rapport de force. Alors ça ne veut pas dire que les forces russes passeront derrière la frontière de 91. Mais ça veut dire qu'il y aura un changement majeur. Jean, vous voulez parler, mais pardon, je voudrais vous entendre une minute sur un autre sujet qui est en quelque sorte une suite qu'on vous doit, un suivi des événements qu'on vous doit. On vous a parlé de la Géorgie hier. C'est très important ce qui se passe en Géorgie, puisqu'on craint d'une certaine manière que la Russie ne saisisse le prétexte d'un pouvoir qui serait menacé pour intervenir en Géorgie, comme elle l'a fait dans le Donbass il y a quelques années. En Géorgie, les manifestants dont on vous parlait hier ont obtenu le retrait de la loi qui obligeait chaque média, chaque association, chaque organisation à se déclarer sur un registre en quelque sorte pour mieux la contrôler si elle était en partie, si son capital était en partie possédé par des capitaux étrangers. Donc c'est une victoire. Les manifestants qu'on voyait hier ont obtenu cette victoire. Fin de l'épisode, Jean ? Non, ce n'est pas une fin de l'épisode, mais ce qui est très intéressant, et je trouve ça fascinant, c'est de voir à quel point l'Union européenne attire les pays. L'Ukraine se bat avec le drapeau européen. La Moldavie veut rentrer le plus rapidement possible dans l'Union européenne. Regardez, les manifestants géorgiens se battaient contre les forces de police avec le drapeau européen. Et ça, c'est quelque chose qui, à l'égard de nos eurosceptiques, de nos souverainistes, devrait faire réfléchir. Mais là, vous pensez à nous. Mais nous, on se demande si, du coup, ce conflit, là, ce sont des images d'il y a quelques secondes, il y a quelques minutes. C'est-à-dire que la foule est revenue dans la rue, d'une part, pour fêter sa victoire, entre guillemets, le projet de loi est retiré, mais on entend aussi démission à l'égard de ce Premier ministre dont on dit qu'il est sous influence d'un oligarque pro-russe. Je vous rappelle que la Géorgie a obtenu la reconnaissance de son statut de candidat potentiel à l'Union européenne. C'est-à-dire qu'un jour, dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, la Géorgie sera membre de l'Union européenne. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que là, la Russie, Moscou, voyant ces images, ne va pas lancer ses chars en disant nous intervenons au secours d'un Premier ministre ami? Vous n'y croyez pas? Ils ne sont pas capables de gagner Bakhmout. Comment le pourraient-ils alors qu'ils sont déjà englués sur le territoire ukrainien? C'est impossible. Mais clairement, pour répondre à votre question, l'affaire ne s'arrête pas là. Il y a maintenant des tensions qui sont tellement fortes entre la population géorgienne et ce gouvernement avec cet oligarque Ivanishvili auquel vous faisiez référence, que les choses ne vont certainement pas s'arrêter là. Bon, très vite. Oui, très rapidement. Les contestations de cet oligarque et de sa ligne pro-russe n'ont pas commencé hier. Ils ont commencé beaucoup plus tôt. Malgré le retrait, le gouvernement prétend quand même qu'on pourra retravailler la loi ou la repasser encore une fois. Donc le risque est toujours là. C'est pour ça que la nation est dans la rue jusqu'à la victoire totale. Enfin, juste un petit éclairage. En tout cas, vous excluez l'idée d'une intervention russe en Géorgie. Il faut rappeler quand même que la Russie
elle contrôle de fait un quart du Mais territoire elle est déjà géorgien. intervenue en 2008. L'Abkhazie, l'Ossétie Rappelons. du Nord, L'Ossétie du Sud. l'Ossétie du Sud. Ah, ne confondez pas tout, Oh, David. on confond. Franchement. Non mais après un an de guerre, si on confond dans un territoire voisin l'Ossétie du Nord et l'Ossétie du L'Ossétie, Sud, voilà. où va-t-on? Où va-t-on? Je me rappelle quand Bien. j'avais découvert l'existence de l'Ossétie en 2008. C'est des moments